Vous avez été convaincu par l'expérience. Vous avez prévenu. Hein. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pour revenir à cette expérience à quatre mains, je crois que Zabou ne voyait pas du tout ce que tu faisais toi de ton côté, c'est ça? Oui, exactement. On s'était dit au départ qu'elle ne saurait rien de ce que je faisais moi, et moi je ne saurais rien de ce qu'elle faisait pour sa fiction. Et l'idée c'était de se retrouver au montage. Et on fabriquerait ce film réellement, enfin, on l'écrirait au montage en confrontant nos deux matières. Alors la petite entorse qu'il y a à cette méthode-là, c'est que Zabou en cours, alors que j'avais commencé mon documentaire, a commencé à me demander quelques extraits de textes des gens que je croisais, parce qu'elle avait envie de donner que cette matière documentaire, de l'incorporer à ses acteurs, de la donner à ses acteurs pour que ça devienne des textes d'auteurs. Donc moi je lui disais, oui, mais si je te donne des choses, si je découvre des choses sur le garçon, tu vas savoir des choses. Et elle me dit, non, j'ai besoin de textes, mais rien qui me révèle quoi que ce soit de ce garçon. Si bien moi j'ai commencé bien avant elle, hein, l'enquête documentaire, et elle, quand elle a fini de tourner sa fiction, elle a tourné qu'une semaine à peu près, enfin 6 ou 7 jours, et à la fin de son tournage, elle est venue au montage, et là je lui ai montré ce que moi j'avais découvert du parcours de ce garçon. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'elle a vu ce qui était vraiment advenu de Jacques. Voilà, ça on l'a tenu. Mais au tout début du projet, quand elle m'a appelé, moi je pensais que j'allais faire les choses autrement, parce que je pensais même pas que j'allais monter le film. Je pensais que moi j'allais lui faire un documentaire, que j'allais lui donner, et ensuite elle en ferait ce qu'elle voudrait, et moi je serais comme vous, c'est-à-dire je me mettrais dans une salle et je découvrirais ce qu'elle aurait fait de ce mélange. En fait, ça s'est pas fait comme ça, on a vraiment monté le film ensemble, et ça a été sans doute ce qui a été le plus long, ça a été de trouver l'équilibre du film, puisque en découvrant sa matière, déjà, ma première surprise, ça a été de voir qu'elle avait fait... Enfin, pour moi, elle allait écrire une fiction, donc une histoire. Et en fait, c'était l'inverse. C'est-à-dire que la narration, c'est vraiment le documentaire qui l'a apporté, puisque moi, c'était une enquête, j'avais une dramaturgie. Et elle avait fait des petits morceaux comme ça, comme si elle avait imaginé le contre-champ de certaines photos, elle avait imaginé le moment des photos. Mais j'avais pas vraiment d'histoire. Donc en fait, on a procédé comme ça. J'ai structuré d'abord le documentaire et on a intégré sa fiction dans le doc. Et puis très vite, on s'est rendu compte que le film qui se fabrique, vu que le point de départ, c'était quand même l'envie de faire un film, c'était ce pari-là, ben on s'est dit aussi que cette fabrication du film devait faire partie du film. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce troisième film qui est nous qui nous escrivons à essayer de faire fonctionner cet étrange objet. Et elle était surprise du destin de Jacques, ou quelle était sa réaction la première fois que tu leur as raconté En fait, j'avais montré les scènes une par une, et ça lui montrait tout son parcours. Et oui, à chaque surprise, elle était... oui, elle n'en revenait pas, c'est ce qu'elle dit à la fin, quand elle dit « jamais j'aurais imaginé cette fin-là ». C'était vraiment le cas. Mais elle a eu une angoisse aussi, c'est que... Il y a quand même de la comédie dans le film, j'espère qu'on le voit un peu, en tout cas, sur la première partie. Et c'est vrai qu'à la fin, une fois que j'avais fini, à un moment, elle a la scène de fin qu'on voit, quand on voit cette dame qui raconte comment il est mort. Et cette scène-là l'avait vraiment bouleversée. Elle m'avait dit mais c'est pas possible, on fait un film, on va se tirer une balle à la fin du film. Et elle était très angoissée de ça, de faire un film totalement déprimant. Et justement, et maintenant qu'on le montre, c'est étonnant parce qu'on a souvent le retour inverse de gens qui me disent mais c'est un film qui fait du bien. Et vous avez ri un peu parce que je suis parti avant les rires. Non, t'es resté un peu. Pour le premier. Et l'autre histoire du film, c'est que tu as trouvé ce garçon. Bon, il a une histoire incroyable, et heureusement, parce qu'il aurait pu avoir un destin tout à fait banal, et tu n'auras pas eu de film à ce moment-là. Pour moi, c'était le projet, hein, que plus les photos étaient banales, et moins elles étaient spectaculaires, et tant mieux. Enfin, je trouve que le pari, c'était ça, c'était d'imaginer que la vie la plus... Bon, la littérature s'est beaucoup emparée de ces questions-là, peut-être moins le cinéma, mais quelque part, il fallait qu'il ait la vie la plus ordinaire possible. Je trouvais que c'était ça l'enjeu, d'arriver à faire un film d'une vie de rien, entre guillemets. Alors certes, en fait, il a un destin assez fou et assez tragique. Cette manière dont il s'est extrait du monde à plusieurs reprises, dont il disparaît sans laisser de traces, à bas bruit. Mais si ça avait été quelqu'un de, a priori, beaucoup moins intéressant, beaucoup plus banal, ça aurait été notre travail aussi, de trouver dans cette vie-là des choses à raconter. Et moi, j'ai aucun doute. Les gens nous disent, vous êtes bien tombés. Moi, je crois pas vraiment à ça. Je pense qu'on aurait trouvé autre chose. Oui, exact. Et puis surtout,
ce qu'on montre de la vie de Jacques là, je ne sais pas du tout si ça a un quelconque rapport avec la réalité de cet homme, en fait. C'est ce qu'on en a pressenti, c'est ce qu'on montre là, c'est ce que Zabou imagine aussi par la fiction, mais on ne peut pas réduire la vie de Jacques non plus à ce qu'on en montre dans ce film. Je pense qu'une vie est multiple, quoi. Donc, il a eu 1000 vies. On aurait pu aussi décider de vraiment s'intéresser à sa vingtaine, quand il bosse à la banque, qui est une sorte de golden boy et où tout va bien. Bon, donc voilà, c'est aussi un peu réducteur de montrer que ça de la vie de Jacques, de se souvenir que sa vie n'a pas été que ça non plus. C'est quelque chose de très beau que dit son neveu à la fin, quand il dit mais est-ce qu'on peut résumer une vie aux 5 dernières années, quoi? Est-ce qu'on peut retenir que ça de sa vie? Je vous laisse la parole, allez-y, n'hésitez pas. Oui, monsieur. Par rapport au discours... D'accord. C'est par rapport au dialogue. Bonjour déjà et merci pour le film. Vous dites que vous avez mis les dialogues que vous avez enregistrés de votre partie sur la fiction de Zabou Breckman. Donc ils l'ont joué avec. Mais comment elle a réussi, parce que je trouve tellement bien fait sa manière d'avoir filmé les gens sans savoir ce que vous alliez trouver. Comment elle a fait, je veux dire, c'est juste impressionnant. Alors, moi je lui avais donné, je ne sais plus combien de scènes, peut-être 7 ou 8 scènes comme ça, de choses où je me disais, tiens, c'est une matière qui peut peut-être l'intéresser. Et elle avait donc les images, c'était vraiment des scènes avec images, et les comédiens s'en sont emparés. Le monologue un peu étrange de François Berléand au début du film, qui parle de son film, on ne comprend pas trop ce qu'est ce texte. Il a travaillé, mais à la virgule, quoi. Il y a passé énormément de temps. Zabou, elle a beaucoup travaillé ça déjà au théâtre, puisqu'elle avait elle-même adapté, dans une pièce qui s'appelle Des gens, elle avait adapté De Pardon au théâtre, en reprenant des extraits de plusieurs de ses documentaires. Donc ça, c'est une matière. Elle adore jouer avec cette matière documentaire. D'ailleurs, je la soupçonne au début d'avoir fait appel à moi juste pour ça, quoi. Qu'on lui ramène un peu de matière documentaire et qu'elle puisse jouer avec. Et comme on aime les mêmes choses et qu'on a aussi souvent le même humour, voilà, je sentais ce qui pouvait lui plaire. Après, la difficulté pour nous au montage, c'est que tout ce qu'elle utilisait dans sa fiction, il allait falloir que je l'incorpore aussi dans le documentaire pour que l'écho fonctionne. Donc c'était un peu un casse-tête de savoir quoi lui donner. Parce que dès que je lui donnais un truc, si elle l'utilisait, il fallait que ça fasse partie du montage final. Or, on ne savait pas ce qu'on racontait. C'est réussi. Ça prend combien de temps une enquête comme celle-là? Vous demandiez combien de temps ça prend de faire une enquête comme ça? Je réponds rapidement. C'est la première scène qu'on voit de Zabou qui regarde les photos, c'est en 2020. Elle est en juin, je crois. Et moi, je retrouve la trace de son frère 5 mois après, au mois de novembre. Donc je mets 5 mois à retrouver le film. Et après, vraiment, je suis bloqué dans l'enquête. Je ne sais plus comment faire. J'apprends qu'il est mort. Tout doit passer par son frère. Et son frère, je le sens. Il est d'accord, mais pas vraiment. Je me sens très intrusif parce que je déboule chez eux et j'ai aucune légitimité à rien, à part l'envie de faire un film. Mais on peut imaginer aussi que lui s'en fout un peu. Et donc je mets le projet en stand-by pendant 1 an, et après j'ai repris finalement l'enquête. Quand je comprends que Zabou, elle commence à tourner sa fiction, je me dis, bah, je ne peux pas rien ramener, quoi. Il faut que je continue mon film. Donc en tout, ça m'a pris 2 ans, jusqu'à ce que je rencontre ses proches et sa famille. Bonsoir. Oui, la question elle est un peu dans ce sens-là, mais parce qu'il y a des moments où il y a vraiment des petits détails qui vous permettent d'avancer. Ça, c'est réel, me semble-t-il. Donc, il y avait quand même un risque voilà, on a quelques photos et puis rien. Sous question, c'est est-ce qu'on trouve souvent des photos comme ça sur une brocante? Parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Plusieurs personnes en font la réflexion d'ailleurs dans le film. Et alors, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un risque du droit à l'image, je vais dire? Donc il y a des personnes qui se retrouvent... Est-ce que vous craignez ça éventuellement, qu'il y ait 1 ou 2 photos, personnages qui apparaissent sur une photo et qui disent mais vous m'avez pas demandé mon avis, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc il y a 3 questions.
Alors, sur la question des photos, oui, on trouve, étonnamment, moi j'étais le premier à être surpris, on trouve des lots de photos de famille finalement assez facilement, même sur Internet, sur Le Bon Coin, sur eBay et dans des brocantes physiques. D'ailleurs, au début du film, Zabou, on ne le voit pas là, mais en fait, il y avait 4 lots de photos, dont certains que j'avais trouvés sur Internet. Et celui-ci, c'est un lot que j'avais trouvé vraiment dans une brocante en banlieue parisienne. Et donc oui, on trouve ça. On trouve beaucoup de photos du début du siècle, du XXe siècle, donc des vieilles photos en noir et blanc. C'était plus difficile de trouver des lots de photos en fait avec des gens potentiellement encore vivants. Au départ, je voulais un lot de photos avec des gens qui auraient mon âge, quoi. Voilà, donc ça c'était pour la première question. On trouve, mais en ce qui concerne ce lot de photos, je ne sais toujours pas d'où viennent les photos. Personne dans la famille de Jacques est capable de me dire ou de savoir comment ces photos ont pu se retrouver abandonnées. Moi, je pense que ça vient d'un vide maison du grand frère. J'ai complètement oublié votre deuxième question, mais c'est pas grave. Rien du tout. Non, mais alors, oui, bien sûr. Moi, ma plus grande peur en faisant ce film, c'est de ne rien trouver, c'est une chose, mais je m'étais toujours dit que je trouverais des chemins de traverse pour amener le film ailleurs, même l'emmener vers un autre personnage en cours de route. Ça m'inquiétait pas. Ce qui m'inquiétait vraiment en revanche, c'était de le retrouver et qu'il s'oppose au projet. Parce que là, pour moi, le film s'arrêtait. Il était impossible, impensable de faire un film contre la volonté de quelqu'un. Donc quand j'apprends qu'il est mort, c'est très compliqué pour moi, mais ça me libère aussi de ça. C'est que, après ça revient, c'est juste ma décision. Est-ce que je décide, sans l'accord de cet homme, de faire un film sur lui post-mortem? Et c'est une question qui est compliquée, mais plus je rencontre ses amis, et plus je commence à me l'autoriser, en fait. Voilà. Après, sur les autres gens qui apparaissent sur les photos, j'ai identifié presque tout le monde, mais pas tout le monde. Vous avez raison, il y a peut-être encore 4 ou 5 personnes, sans doute vivantes, qui peut-être se verront en salle. J'espère qu'elles ne se sentiront pas offensées, mais vous avez raison, ça peut arriver. En revanche, tous les gens que j'ai croisés en chemin, sur la route, dans l'enquête, eux, oui, ils m'ont donné leur accord pour qu'on écoute leurs paroles. En fait, ces photos t'ont facilité l'approche des gens, j'imagine. Si tu arrives dans une famille avec les photos de la famille, ça crée tout de suite un lien. Non ? Pour ceux qui l'ont connu, oui, mais particulièrement pour les inconnus au début. Parce que moi, je me suis toujours dit que mon enquête... Enfin, mon vrai problème dans le film, c'était comment j'intéresse le spectateur à cet homme et à nos photos. Donc il fallait que je vous les montre dans le courant du film. Et c'était pas très cinématographique de montrer des photos comme ça. Donc très vite, je me suis dit, bon, ma seule idée, c'est celle-là. Je vais interroger d'autres inconnus sur mon inconnu. Donc c'est les gens que je croise qui vont regarder les photos, et ça me permettra de montrer au spectateur cet homme et ces photos-là. Et la belle surprise, ça a été que, en fait, les gens, ils se sont racontés eux, quoi. Et en fait, c'est logique, c'est exactement ce qui se passe dès qu'on... Je sais pas si j'adore les photos de famille, mais les photos d'inconnus, oui, parce que tout à coup, ça ouvre la fiction, quoi, ça ouvre l'imaginaire. C'est pas notre famille, c'est pas nos proches, donc on imagine tout ce qu'on veut sur ces gens, et évidemment, on se raconte un peu soi. Merci. S'il y en a qui doivent sortir pour aller dîner, je ne m'offusquerai pas. Bonsoir, merci pour le film. Moi, une question par rapport, est-ce que les proches, le frère, les amis ont vu le film et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Oui. Est-ce que ce que vous avez raconté est proche de la vie de Jacques ou Alors, avant de montrer le film à vous, enfin à des inconnus, je voulais absolument. Pour moi, il était impossible de ne pas le montrer aux frères. Et donc, lui est venu voir le film, avant qu'on le montre à un public. Et il a été très très ému par le film, très touché. J'avais un peu peur parce que on voit bien que les liens se sont distendus. Il se souvient même pas qu'on lui a tiré dessus, peut-être. Donc, j'avais très peur de comment il allait se voir lui, l'image qu'il allait renvoyer, en sachant que ce film, on allait le montrer quand même au-delà de son cercle familial. Et en fait, il a été très très ému par le film. Il a dit, moi je me suis même pas vu en fait. J'ai suivi une histoire, j'ai vu un film. Et pour Jacques, c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui faire. Donc ils ont été vraiment, et particulièrement sa femme d'ailleurs, très touchés par le film. Après, ceux qui l'ont connu m'ont dit, c'est incroyable tout ce que vous dites sur Jacques, à quel point moi je le retrouve, et apparemment des très proches de Jacques se retrouvent vraiment dans le film. D'autres m'ont dit, c'est marrant parce que vous me faites penser à lui.
Bon, et puis il y a d'autres gens qui... Enfin, une amie à lui m'a dit mais de toute façon, vous inquiétez pas, hein, c'est lui qui est à la manœuvre, il n'y a pas de problème. Merci. Oui, moi je me suis beaucoup demandé comment vous y êtes pris pour faire accepter la caméra quand vous abordiez quelqu'un, que vous l'interrogiez sur les souvenirs qu'il pouvait avoir, quand vous lui présentiez des photos. Est-ce que les gens acceptaient tout de suite la caméra? Est-ce qu'il n'y avait qu'une seule prise? Oui, je suppose. Oui, il n'y a qu'une seule prise, mais en fait, dans le documentaire, pour moi, c'est un peu... Il n'y a pas de règle, quoi. C'est un peu... C'est en fonction de chacun. Il n'y a rien qui se force, il y a une discussion qui naît, on filme tout de suite ou pas, parfois beaucoup plus tard. Il y a des rencontres qui ne donnent rien. J'ai l'impression qu'il faut juste rien forcer. Je me dis toujours que, en fait, pour moi, en documentaire, contrairement en fiction, on moissonne, quoi. On récolte des choses. Et de toute cette matière, après, émergent des scènes, des paroles que je trouve vraiment sublimes. Enfin, je pense à cette amie qui parle de son regard couleur mousse des bois, des choses que moi, j'ai jamais entendues ailleurs. Et ça, c'est le temps qui permet ça. Ce monsieur, je le connais pas. Hein. J'arrive chez lui, il dit, mais vous êtes qui? D'ailleurs, c'est dans le film. Je vous connais pas, mais bon, pourquoi pas, après tout, c'est marrant. Et on passe l'après-midi ensemble. Et plus les heures passent, et plus il se livre, et plus il dit des choses... Enfin, en fait, on se retrouve chez un poète, alors qu'au départ, on sonne à une porte, on ne sait pas du tout sur qui on va tomber. Cet homme-là, c'est juste que j'ai un nom sur un carnet, et je tente ma chance. Et en tout cas, je trouve que c'est vraiment... En fait, il y a un peu que le cinéma qui permet ces rencontres. Enfin, je pense que les soignants doivent connaître ça, mais... Ou de la vie, oui, mais sauf que dans nos quotidiens, on prend rarement ce temps-là. Faire un film où on est juste à l'affût de ses paroles, bah, ça permet... Voilà, on a le temps, on est là pour ça. Donc ces situations émergent. Voilà, il n'y a aucune règle. Il y a des gens qui sont très réfractaires. Au début, ils ne veulent surtout pas être filmés. Ben, je pense à ce monsieur avec un polo rouge à un moment qui nous parle de Florent Pagny. Ouais, ce monsieur, au début, surtout pas, vraiment 30 secondes. Et voilà, la Porsche. Parce que ce monsieur, il avait un rendez-vous chez le dentiste. Donc il était très pressé. Mais finalement, bon, la scène est courte, mais on a passé en réalité 3/4 d'heure devant sa porte à discuter. Et... Alors qu'au départ, il y a... Voilà. Donc je suis jamais inquiet des gens qui ne veulent pas a priori, et je force pas. Et puis, à un moment donné, si le contact se fait, il devient possible de filmer, quoi. Ce qui était génial, c'était la scène avec... Attendez le micro, voilà. Attendez le micro. Je vous donne le micro après, mais attendez. Vous m'entendez pas? Non, mais madame... Allez-y, madame. En fait, Florent a dit ce que je voulais un peu dire. Mais c'est pas une question, je voulais juste dire que ce film est plein d'humanité, qui tombe vraiment très très bien en ce moment, tout le monde saura, et que j'ai été surprise par la profondeur de ce qui a été relevé de ces gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans des petits villages, et avec lesquels on peut avoir un a priori. Donc je pensais justement, je voulais demander, est-ce qu'il y avait eu beaucoup de scènes qui n'ont servi à rien, enfin d'enregistrement, ou si vous êtes tombés tous sur des gens d'une humanité tellement profonde que c'est surprenant et ça fait du bien. Voilà. J'oublie un peu le reste. Non, mais quand on regarde C8, on voit bien que tous les gens sont merveilleux. Non, en fait, il y a beaucoup de... bien sûr, il y a beaucoup de scènes, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le film. Moi, ce qui me plaisait beaucoup dans les rencontres qui sont là, en tout cas, c'est de retranscrire aussi la manière dont moi j'ai été surpris. Dont les gens ne sont pas exactement ce qu'on imagine qu'ils sont. Je pense à ce monsieur dans le café à un moment qui parle de son service militaire. Bon, on le voit au départ, on se dit tiens, c'est débile, hein, mais je me dis tiens, un électeur du Front National, enfin c'est con à dire, mais j'ai l'impression que je le caricature un peu vite. Et tout d'un coup, il me dit ces choses qui m'ont sidéré. Je pense à cette vieille dame qui habite dans ces tours du 19e, c'est vraiment une cité dure, quoi, qui ferme jamais sa porte, et qui nous dit en substance qu'elle elle est très heureuse ici, qui va vraiment à l'inverse de tout ce qu'on peut entendre sur ces scènes-là. Mais c'est pas une volonté, ça s'est vraiment fait comme ça. En fait, il y a quand même une douceur chez les gens, je trouve, et surtout, la beauté des... Enfin, moi, du coup, je dois faire des débats après, c'est débile, quoi. Les gens parlent beaucoup mieux que moi. Enfin, je trouve que les gens ont vraiment une poésie qui est... Enfin, qu'on ne soupçonne pas au départ. Après, c'est l'interlocuteur souvent qui provoque. Non, oui, c'est l'interlocuteur, mais c'est... En fait, quand on filme les gens, il y a une petite asymétrie parce que les gens ne savent pas ce qu'on cherche. Au départ, ils pensent qu'on veut juste des informations parce qu'on cherche des gens. Donc ça va très vite, mais je ne vous cache pas que moi, la plupart avant de retrouver la trace de ce gars,
c'est 4 mois dans des villages, partout, avec des gens qui disent non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Donc je me dis, ça va quand même pas être simple le film. Parce que là, ça va vite, mais au bout de 4 mois, on se dit, mais c'est l'enfer. Donc il faut bien qu'il se passe autre chose. Voilà, donc passer le côté informatif de non, je connais pas, ce que eux ne savent pas, c'est que moi j'espère qu'ils se produisent d'autres choses. Et il y a plein de moyens, enfin, en fait, il suffit de parler un peu aux gens et de les faire parler un peu d'eux-mêmes, et tout à coup, dès que quelqu'un s'approprie un sujet qu'il connaît, ça devient... Enfin, c'est comme quand on fait parler quelqu'un de son métier, quoi. Soit c'est une approche journalistique, et on se dit, si on connaît le métier, on se dit, tiens, il connaît rien à ce métier. Mais si on laisse vraiment les gens parler d'eux-mêmes et vraiment de leurs gestes, et ben là, ils se disent des choses que je trouve assez incroyables et très détaillées, très précises.